Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt devrais-je dire, des gamers maths. Et voilà, 5 secondes de vidéo, vous savez déjà dire quelque chose en breton. Mais alors la Bretagne, qu'est-ce qu'on y mange, qu'est-ce qu'on y boit, qu'est-ce que c'est? Et bah, toutes ces raisons auraient pu faire une vidéo chacune, mais nous on a décidé de tout résumer en une vidéo. C'est parti. Donc tout d'abord, on va parler de la Bretagne et de ses racines, son histoire. Parce qu'effectivement, la Bretagne, c'est une des 6 nations celtes, reconnues par la Ligue celtique. La Ligue celtique, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation créée en 1961 qui a pour objectif de promouvoir les cultures celtes et rassembler les différents mouvements nationalistes. Selon cette organisation, il n'y aurait que 6 nations celtes, car c'est les seules où on parle une langue d'origine celtique. Mais attention, parce qu'il y a aussi d'autres nations en Espagne qui revendiquent des origines celtes, la Cantabrie, la Galice et les Asturies, mais on n'y parle plus de langue d'origine celte. C'est pour ça que c'est pas reconnu comme des nations celtes. La notion de racine celte ou de nation celte, elle est un petit peu floue. Via les historiens, on ne sait pas exactement d'où ça vient. On sait juste que dans le passé, les Grecs et les Romains définissaient déjà les peuples celtes, et on sait que ces peuples-là datent d'environ 2000 ans, et qui viennent d'Autriche. Au fil du temps, ils se déplacent à travers l'Europe grâce à leur capacité très forte en agriculture et en bâtissant des abris ou des bâtiments. À leur plus grande expansion, ils étaient même présents jusqu'à l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, tout ça, et jusqu'à l'est, même au début de la Turquie. Et puis, c'est ensuite que les Romains, qu'on connaît très bien en Europe, ont envahi toute la Gaule, et du coup, on repoussait en fait les Celtes jusque vraiment à l'ouest de la France, un petit peu encore en Espagne, comme je disais, et au Royaume-Uni, tout ça. Mais c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui, on a des langues d'origine celte parlées que en Bretagne, dans les îles britanniques et l'Irlande. Donc en fait, Astérix et Obélix, ils n'avaient pas totalement tort. Oui. Mais quand même non. Et d'ailleurs, fait que je trouve hyper intéressant perso, l'hymne galloise, c'est la même que l'hymne bretonne. Ça veut dire la même chose, ça a la même air, ça a la même mélodie, mais en 2 langues différentes. Donc maintenant qu'on a parlé des origines, on peut aussi parler des choses encore plus anciennes que ça, les mégalithes, les grosses pierres en Bretagne, que vous connaissez bien sous les noms de menhir et dolmen. Parce que effectivement, avant même les Celtes, il y a déjà des traces historiques et scientifiques de matériaux, de roches, qui datent de 3 à 5000 ans. Donc plus ancien que l'arrivée supposée des Celtes. On ne sait toujours pas exactement pourquoi ces monuments ont été érigés. On pense qu'il y a sûrement des raisons religieuses ou pour des sépultures, comme le cairn de Barnenez par exemple, qui date de 4000 à 5000 ans. C'était un lieu de sépulture pour des personnes hyper importantes. Et puis il y a le menhir de Carloas aussi, qui est juste à côté de chez moi, dans le Finistère. Je passe devant tous les matins et je n'exagère même pas. Il fait 9 mètres de haut aujourd'hui et il en faisait à peu près 11 à 12 dans le passé. Mais selon des écrits du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, il y aurait eu la foudre qui serait tombée dessus et aurait cassé le dessus du menhir. Mais du coup, la grande question, c'est comment tous ces édifices, les cairns, les menhirs, les dolmens, qui sont des roches genre de centaines de tonnes, ont été transportés d'un endroit à l'autre, en quelle saison, par quelle personne. On ne sait pas encore, on n'a aucune certitude, mais perso, j'ai ma petite idée. Donc maintenant qu'on a parlé des trucs très anciens, des gros cailloux, on va parler des batailles, qui sont quand même des éléments importants de l'histoire bretonne. Moins 57 avant Jésus-Christ, Jules César décide d'attaquer les Vénètes, qui est un peuple breton qui habite à Vannes, ce qu'on considérerait comme Vannes aujourd'hui, et c'est un peuple d'agriculteurs et de marins très forts. Donc quand Jules César vient les attaquer, ils vont sur la mer avec leurs bateaux, et s'engage une bataille navale que malheureusement Jules César finira par gagner. On avance ensuite en 845, donc 900 ans après Jules César, à Ballon, à côté de Redon, où il y a un petit peu de tension entre le royaume des Francs et le duché de Bretagne, où Nominoé est le duc de Bretagne, et le roi français, il décide de faire un raid vers la Bretagne pour calmer les tensions.
Et en fait, grosse déception, il perd la bataille contre Nominoé. Cette bataille, il n'y a pas beaucoup d'éléments historiques, mais on sait que c'est un des points de départ de la rébellion, en tout cas de l'indépendantisme breton. Puis on arrive ensuite 700 ans plus tard, fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, avec toutes les petites batailles qui ont eu lieu entre le royaume de France et le duché de Bretagne, où Anne de Bretagne était en train de régir là-bas. La dernière bataille qu'on a en tête, qui a vraiment marqué, c'est la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, qui a marqué un petit peu la fin de l'indépendance bretonne, parce que la Bretagne a perdu. Et à la suite de cela, Anne de Bretagne, excusez-moi, a dû épouser un roi français et devenir française. Donc après toutes ces batailles qui ont vraiment marqué l'histoire du duché de Bretagne et du royaume de France, on arrive au XXe siècle, fast forward, avec les mouvements indépendantistes qui ont été très durs, très brutaux. Il y a eu des plastications, donc des bâtiments détruits. Il y a eu des manifestations très dures dans les années 60, 70, 80 et même parfois des morts, malheureusement. Donc aujourd'hui, tout s'est apaisé. Il y a encore des petits mouvements indépendantistes, mais tout est surtout une question de vouloir rallier la Loire-Atlantique à la Bretagne, parce que Nantes, avant, était une ville en Bretagne. Sous Anne de Bretagne, c'était même la capitale. Et enfin, petit aparté sur la Bretagne pendant les grandes guerres, et surtout la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'aurais pu y passer des heures sur la Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais en fait, il y a tellement de choses, c'est tellement riche qu'il vaut mieux aller sur place. Il y a des bunkers, le mur de l'Atlantique, comme on l'appelait à l'époque, c'est toute la côte en fait bretonne qui a été remplie de bunkers par les Allemands. Et où j'habite par exemple, à la Pointe Saint-Mathieu, il y a un bunker qui a été réhabilité en musée, qui est hyper riche en informations, en témoignages, en choses vraiment concrètes qui proviennent des familles qui ont donné des informations au musée. Donc ouais, la Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était énorme et il faut aller sur place pour le visiter. Donc après toute cette énorme histoire très riche, qu'est-ce que c'est la Bretagne aujourd'hui? C'est surtout une grosse fierté. Les gens qui sont en Bretagne, ils sont fiers d'être bretons. Il y a encore des danses traditionnelles chaque année, des Face Days ça s'appelle, et des Face Snows avec des groupes de musique traditionnelle. Toutes ces choses traditionnelles, elles sont soit dans les petits villages en Bretagne, soit regroupées dans des gros festivals, comme le Festival interceltique de Lorient. Qu'est-ce que c'est le Festival interceltique de Lorient? C'est un énorme festival avec tous les Bretons du monde, mais vraiment tous les Bretons du monde. Les Bretons de France, les Bretons d'Angleterre, les Bretons d'Australie, il y en a aussi qui vivent en Australie maintenant, qui se réunissent pour des cérémonies, pour aussi des concerts. Il y a juste d'énormes concerts de musique et c'est super cool. Ça dure plusieurs jours et ça regroupe jusqu'à 100 000 personnes chaque été. Donc dans toutes ces célébrations, festivals ou Fest-Noz ou Fest-Day, on retrouve plein de symboles qui sont hyper classiques pour les Bretons. Le drapeau noir et blanc, le gwenadu, le triskel, la langue bretonne, les écoles d'Iwan, la musique, la nourriture. Oh la nourriture, oh là là, me parlez pas de nourriture bretonne parce que je vais avoir envie de manger que du beurre. Voilà. La Bretagne, c'est une région super riche en histoire, en folklore. Il y a beaucoup de transmission des gens qui habitent là-bas. Il y a encore des centaines de milliers de personnes qui parlent la langue régionale, par exemple. Donc, c'est pas du tout une langue qui se perd réellement. On essaye de la maintenir. Et ça vaut vraiment le coup d'aller visiter la Bretagne pour ses paysages, pour sa gastronomie, pour les gens et juste pour vivre quelque chose d'un petit peu unique. En tant que Breton, et ça me tenait à cœur, j'espère vraiment avoir pu vous faire découvrir tout mon amour pour la Bretagne. Et même si vous avez aimé dans cette vidéo, sachez que ça aurait été encore mieux en vrai. Donc n'hésitez pas à venir à l'Alliance française. On se retrouve pour de prochains événements.